Hola, ¿qué tal? Bajned. Comme on dit ici, c'est la revue de presse du monde moderne, vous la connaissez maintenant. C'est une revue qui a 1 an et demi où nous lisons la presse dite mainstream, la presse des oligarques, pour savoir un peu comment ça se passe, c'est quoi les nouvelles, est-ce que ça va bien au Royaume de France, pardon, dans la République de la France, dont le président c'est Emmanuel Macron qui fait des vidéos sur YouTube pour répondre aux questions sur le climat. Voilà, bon, c'est pas 1er mai plus soft. Oui, mais 1er mai, alors c'est la chanson de mon groupe, mais j'ai pas les droits apparemment, parce que comme on a fait mettre ça sur des plateformes, enfin je vais pas rentrer dans les détails. Oh, merci à tous d'être présents ce matin. Longue revue de presse, puisqu'il y a les journaux du week-end avec le Parisien, le JDD, et puis il y a les journaux du lundi. Et on va parler des Mormons d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal qui fait une interview. On va également parler de la retour de la Covid, ou du retour de le Covid. Je ne sais plus comment on dit exactement, mais bon, globalement, quelque chose se passe avec une 9e vague apparemment. Et les gens ne se font pas vacciner et ne mettent pas le masque. Bordel de merde. Et donc, c'est le retour du retour. Et on va... il y a trop de trucs, en fait, donc on commence tout de suite. On va faire simple. Allez, on commence avec aujourd'hui, en France, dimanche. C'est un journal qui appartient à Bernard Arnault. Les Français qui bossent doivent être notre priorité. C'est Gabriel Attal qui dit ça. Alors, bon, on va l'écouter. Donc, il nous fait une grande interview dans ce journal. Il faut valoriser ceux qui font avancer le pays. Alors, qui sont ceux qui font avancer le pays? Bon, c'est les macronistes, évidemment, parce que sans eux, on ne serait rien. Mais les autres, alors? Les autres, il faut qu'ils aient du travail. Il faut qu'il y ait le plein emploi, comme dirait Bruno Le Maire. Il faut qu'il y ait une politique pour faire le plein emploi. Et ça va prendre du temps. Alors, mais quand même, la valeur travail, c'est la clé. La clé du progressisme. Et ceux qui font avancer ce pays sont les macronistes, ceux qui bossent. Les autres, vous êtes devant la revue de presse du monde moderne. Et on sait très bien que vous êtes des gros boulets, en fait. Quand vous n'êtes pas là à faire des manifestations pour les bassines, à être là, oui, on veut pas le pass vaccinal, ou oui, on veut notre liberté, tout ça. Vous ne servez à rien, en fait. Alors que vous pourriez être en Chine en train de travailler. Alors la Chine, on va en parler aussi, ça se passe pas super bien. Winnie l'ourson, là, il a un peu merdé. Mais sinon, voilà. Gabriel Attal vient du PS. Le PS, c'est le Parti Socialiste, pour ceux qui ont oublié. Pour autant, il insiste sur ce point. Il ne s'est jamais positionné à l'aile gauche de la majorité. Ah bon? Oui. Ministre délégué au compte public, c'est à la France laborieuse qui se lève tous les matins qu'il souhaite s'adresser. Une formule rappelant la France qui se lève tôt de Nicolas Sarkozy. Alors, ce qui est bien avec les progressistes, c'est qu'ils ont la novlangue, donc tout ce qui est dit facilement est dit avec des circonvolutions pour dire qu'ils disent la même chose, mais c'est pas la même chose. Donc 3 millions de chômeurs, ça s'appelle le plein emploi, par exemple. Voilà. Donc le pass, c'est la liberté, quand t'as pas le droit d'aller travailler ou boire un café. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Emmanuel Macron est le meilleur président qu'on ait jamais connu, bon ça c'est la base. Mais là quand même la France laborieuse qui se lève tous les matins, plutôt que la France qui se lève tôt. Bon, je préfère encore la formule du président Sarkozy. Elle avait le mérite de la simplicité. Bon, avec ces jeunes, ils apprendront à leur époque la politique. C'est pas non plus faire des arguties, raconter n'importe quoi en français quand on peut leur dire, droit dans les yeux, que c'est une indignité. Voilà. Et puis, cette référence à la France qui travaille, est-ce que c'est un clin d'œil à la droite, Gabriel Attal? Dites-nous tout. La valeur travail n'est malheureusement pas la propriété d'un camp. L'an prochain, le crédit d'impôt pour garde d'enfants augmentera. Le montant du titre restaurant aussi. L'impôt sur le revenu baissera de 6,2 milliards. Les Français attendent de nous de valoriser ceux qui font avancer le pays. Alors les 6 milliards, tu les verras pas évidemment. Toi, tu verras peut-être une baisse d'impôt en te disant tiens, ils ont un peu baissé les impôts visiblement. Mais globalement, c'est pas les 6 milliards, c'est pas toi qui les verras. Vous allez voir, on va parler de BlackRock aussi, évidemment, et de tous les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir dans la Macronie. Enfin, pas tous, parce qu'on aurait besoin de faire un stream de plus de 24 heures, mais de beaucoup de ces conflits d'intérêts. Il y a une question dans l'interview de Gabriel Attal dans Le Parisien dimanche, comme l'a révélé notre journal, et oui, c'est Le Parisien qui a révélé l'affaire du parquet national financier qui ouvre 2 enquêtes dans l'affaire McKinsey. Est-ce que ça écorne la promesse de république exemplaire d'Emmanuel Macron? Dites voir. Répondez-nous, Gabriel Attal. Au contraire, ça montre que la République est exemplaire dans sa capacité à traiter de ses affaires. Le poison, c'est quand vous avez des rumeurs, des instrumentalisations de l'opposition, sans que nos institutions s'en saisissent. Que la justice fasse son travail est pour moi le meilleur antidote. Alors ça, quand ils disent ça, généralement, c'est qu'ils sont sûrs que la justice
ne fera pas son travail, ou du moins qu'elle va le faire tellement lentement et que de toute façon, avec un pince d'immunité, elle peut toujours faire son travail, la justice. Hein, voilà, la justice fait son travail et les affaires continuent avec un rythme soutenu. Ça, c'est le principe de la politique en France, et c'est quand même vachement bien foutu, hein, parce que nous, à chaque fois, on est là, on se dit « Ah bah quand même, il avait promis que ce serait mieux. Il avait promis que ce serait exemplaire quand même. » Ah ouais. Et puis quoi d'autre aussi, il avait promis? Je sais plus. Ouais, rien, laisse tomber. Sinon, Elisabeth Borne s'était planquée dans un PMU, entourée de sa garde rapprochée, hein, pour encourager les Bleus. Ah ouais, c'est plus facile d'encourager les Bleus, disait-elle, que de passer des 49-3, puisque elle met des 49-3 comme des buts, hein, de Mbappé, 6 49-3. Et oui, c'est bientôt le record explosé en termes de rapidité, hein, et de proximité de ces 49-3. La question qui se pose, évidemment, vont-ils dégainer à nouveau le 49-3 pour la retraite? Rien n'est moins sûr. Mais rien n'est plus sûr. Enfin, on ne sait pas vraiment. Sinon, Jean-Christophe Cambadélis, vous savez, c'est le... En bas des listes. Il avait fait un meeting, un grand meeting de campagne sur une palette rouge. Voilà. Et il dit que la gauche doit mettre fin à la mélenchonisation des esprits. Pour lui, si Olivier Faure continue à vouloir s'entêter, à essayer de faire du Mélenchon, le PS est mort. Parce que bon, bientôt ils vont renouveler leur équipe dirigeante, tout ça, et donc ils aimeraient bien que ça redevienne un parti de gouvernement, le PS. Ben, pour ça, il fallait rejoindre la Macronie, en fait. Enfin, c'est le PS. Ben, oui, c'est compliqué quand même d'être et avoir été. C'est un peu comme Renault, le PS, tu vois. T'as aimé ses premiers albums, tu t'es dit, ah, c'était cool, puis après tu dis, waouh, c'est chaud quand même. Donc voilà, merci Jean-Christophe Cambadélis. Merci d'exister grâce à la presse de milliardaires. Le journal du dimanche, qui s'est dit Balek, hein, on va pas faire une interview de Macron, non, c'est pas la peine, on en fait tous les dimanches. Non, là, ils se sont fait Dieu, la mort et eux. Et ils ont fait l'affiche de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sur leur canard, en fait, puisqu'il y a un représentant de chaque culte qui est là. Et j'imagine que c'est le dîner de famille du dimanche. Et voilà, c'est Christian Clavier arrive et on parle de la fin de vie, en fait. On dit est-ce qu'on ferait pas une grande loi, hein, sociale sur comment mourir aidé en France? Est-ce que ce serait pas ça le progressisme, de se tuer plus vite, vu qu'on est tous neurasthéniques de toute façon? Alors, il y a une convention citoyenne. Je me disais aussi qu'on n'allait pas passer cette loi comme ça sans réfléchir. Bon, 150 citoyens qui sont tirés au sort. Alors, ils n'ont pas tiré au sort Cohn-Bendit cette fois-ci, puisque dans la Convention citoyenne pour le climat, je crois qu'ils avaient tiré au sort Cohn-Bendit. Oups, il est connu, lui. Ouais. Bon, prends l'autre chapeau, là. On a mis des noms qu'on ne connaît pas, d'accord. Donc là, ils en ont tiré 150 du chapeau, qui se réuniront les 9, 10 et 11 décembre au Conseil économique, social et environnemental pour tenter de répondre à la question « Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ?» En gros, faut-il buter les vieux dès qu'ils le demandent, ou faut-il faire en sorte de pouvoir se tuer quand on veut? Avec, voilà. Et quel protocole? Il y a le cercueil à l'azote qui est en train de pas mal faire de démonstrations en Suisse apparemment, ou en Belgique, je ne sais plus. Il y a plein de façons de se tuer, donc voilà. Bon, voilà. Après, évidemment que les soins palliatifs existent, et Dieu merci, mourir dans d'atroces souffrances n'est pas quand même une joie, hein. Et donc on accompagne déjà la fin de vie. Maintenant la question c'est comment, dans quel cadre, et est-ce qu'on peut choisir une mort assistée? Aujourd'hui non. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ce thème, et c'est bien qu'on en parle. Attendez, je rigole sur ce thème, mais c'est bien qu'on en parle quand même. 9 séances de travail. Après, je ne fais pas confiance à la Convention citoyenne, sortie du chapeau par les macronistes. Il ne faut pas déconner non plus. Pour ça, je dis, attention, moyennement sûr du truc quand même. Donc les ministres qui sont... Alors, et là où tu es encore moins sûr du truc, c'est que les ministres qui sont chargés d'animer ce débat, c'est Olivier Véran et Agnès Firmin-Lebaudot, qui, alors elle est organisation territoriale et professions de santé. Voilà, qui vont rendre compte aux citoyens des suites données à leurs propositions. Donc si en plus c'est Véran qui fait la synthèse, et qui va arriver, qui va parler très vite, qui va raconter n'importe quoi, qui va dire, vous savez, on s'est mis d'accord avec la Convention citoyenne, en gros, à partir de 65 ans, une fois la retraite prise, vous avez 3 à 6 mois pour faire votre demande d'euthanasie, qui peut être prise ou pas, hein, ça s'appelle vite ma mort, hein, vitemamort.fr, et vous pouvez donc vous débrancher très rapidement. Bon, c'est évidemment que j'ai pas confiance, quoi. Évidemment. Ah là là, ils sont formidables.
Il doute de rien. Et puis Macron doute aussi. Il se dit quand même attention, attention. Macron, il ne veut pas aller trop vite sur le calendrier. Macron temporise. L'Élysée prévoyait en septembre de possibles évolutions législatives d'ici à la fin de l'année 2023. Emmanuel Macron balaie a posteriori cette date, toujours auprès du Figaro, certainement pas, déclarant ne pas être pressé, s'enfermer par avance dans un calendrier pourrait être mal vécu. Et puis au sein de l'exécutif, on assure qu'il ne s'agit pas d'un rétropédalage, jamais, puisqu'Emmanuel Macron n'a jamais tort, ni revient sur ses décisions, ni d'ailleurs rien en fait. Le président fait des vidéos TikTok, s'il vous plaît. Oui, non, mais écoutez, tout le monde n'a pas cette capacité de faire des vidéos TikTok, il me semble. Voilà. Et donc voilà. Et puis il s'est calmé parce qu'il est allé voir le pape, donc il ne pouvait pas sortir de la visite du pape et dire c'est bon, ma réforme, c'est super. Olivier, tu peux dire aux Français qu'ils peuvent se tuer à partir de 65 ans. Non, ça ne marchera pas comme ça, rassurez-vous. En tout cas, il y a un certain flou qui entoure le projet élyséen. Ces phrases du retour de Rome, c'est tellement vague que ça ne veut rien dire. Mais c'est pas que le retour de Rome, généralement ça ne veut rien dire en général, et c'est vague tout le temps. Mais bon, apparemment, depuis le retour de Rome, c'est encore un peu plus. On sent vraiment que le président a envie de réfléchir sur la question. Mais jusqu'où veut-il aller? L'intéressé ne donnera probablement pas sa réponse de sitôt. Ah bah voilà. Sinon, dans les bonnes nouvelles, et ça c'est une super bonne nouvelle, un Fouquet's va ouvrir à Dubaï. Un Fouquet's s'ouvre et c'est un être riche qui s'éveille. Ah oui, après Abu Dhabi, Saint-Barth, Marrakech, Montreux ou New York, le Fouquet's va s'implanter début 2023 à Dubaï, face aux fontaines du Burj Khalifa. Le plus haut gratte-ciel du monde. L'enseigne des Champs-Élysées est le fer de lance de l'internationalisation du groupe Barrière, les casinos Barrière, auquel elle appartient depuis 1998. Et c'est sûr que bon, le Fouquet's sur les Champs-Élysées, il prend feu. Bon, le Fouquet's à Dubaï, je pense qu'il va faire un beau chiffre d'affaires. On comprend bien que le Fouquet's ait envie de s'internationaliser, puisque la France, de toute façon, est en train de se tiers-mondiser. Donc il n'y aura plus de clients, à part les touristes au Fouquet's des Champs-Élysées. Pour le reste, voilà, il y aura des Fouquet's un peu partout dans le monde, sauf en France, où on aura même plus de PMU en fait. Je sais pas ce qu'on aura d'ailleurs. Enfin, c'est beau la mondialisation heureuse. Moi, je trouve ça chouette. Ouais. Tu prends ton jet le matin, hop, direction Villa Coublay dans ta limo, t'arrives, tu vas à Dubaï, au Fouquet's, t'es pas dépaysé, quoi. C'est bien. Regardez, ça c'est Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie Les Verts. Il a été candidat à la présidentielle. La spécialité ou l'attaque spéciale de Yannick Jadot, c'est d'être pris en photo dans la verdure, parce qu'il est écolo. Donc il fait plein de photos dans la verdure. Donc là, c'est dans le JDD, donc on retrouve Yannick Jadot dans la verdure. Et tu te dis, mais est-ce que des fois Yannick Jadot, il vit pas dans une tente Quechua c'est pas ça son truc en fait, porte de la Chapelle, parce que là je vois bien que derrière il y a quand même, on voit que c'est la ville, il n'est pas dans une forêt. C'est pas l'homme des bois non plus, Yannick Jadot. C'est un mec qui, même dans les bois, il a besoin de toilettes sèches, quoi. C'est pas un aventurier, on va dire. Peut-être politique, mais bon, globalement, Yannick Jadot, bon, il sent que son heure est passée, puisque c'est pas lui qui va prendre la tête de LV, sans doute, ni Sandrine Rousseau. C'est un peu une certaine Madame Tondelier qui va sans doute prendre le flambeau d'Europe Écologie Les Verts. Mais là, il a lancé un nouveau mouvement, mardi dernier. Ça alors? Oui. C'est un mouvement qui s'appellera Maison Commune. Ah, t'as pas fait Quechua Commune plutôt? Parce que comme tu te fais en photo dans les arbres, on s'est dit que non, la marque était déposée, d'accord. Donc, mais c'est pas un think tank de plus, mais un club politique. Nous voulons sortir de la politique Twitter, qui détruit la démocratie en la réduisant au slogan et à l'invective, à la division et à la haine. Et ça c'est une petite référence à Sandrine Rousseau qui fait trop de tweets. Ça, il l'aime pas. Il dit qu'elle brouille les pistes de la vraie politique. La brutalisation et l'affaissement du débat, mais aussi l'impuissance de l'État face aux grands défis du climat et du vivant, la précarisation des plus fragiles et la concentration indécente des richesses sont des composants d'un cocktail infernal qui conduit partout au pouvoir l'extrême droite et qui se profile pour la France en 2027. C'est une longue phrase, ça. Tu sens le mec, il a le temps de réfléchir dans les bois. C'est un mec qui marche et il réfléchit. Et du coup, il fait une phrase très longue, en fait, pour dire qu'il y a trop de riches. Ils en mettent plein les fouilles. Et pour le reste du populo, généralement, c'est le déclassement. Et au bout de la rue, c'est la Quechua. Donc on a fait maison commune. On s'est mis à côté des migrants, sous le pont du périph', à côté.
On va faire des activités, on va faire des tables rondes, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. Non, mais alors, bon, il parle donc l'impuissance de l'État face aux défis du climat et du vivant, la précarisation des plus fragiles et la concentration indécente des richesses sont les composants d'un cocktail infernal. Voilà. Et ça ne conduit pas au pouvoir l'extrême droite. Non, ça conduit au pouvoir ceux qui sont déjà au pouvoir, en réalité. Une certaine oligarchie qui va pousser, elle, l'extrême droite, gentiment, en disant « Bon, si après, on peut demander aux pauvres de taper sur les pauvres qui viennent d'ailleurs, ce serait quand même toujours ça de gagner, on pourrait faire du profit encore pendant une vingtaine d'années. » Une fois qu'ils se mettront d'accord, qu'ils parleront la même langue, ils vont se retourner, ils vont... Bon, mais nous, on sera loin, on aura fait des îles comme ça, des trucs... Bon, globalement, le plan est assez foireux, hein, ça ne tiendra pas, je vous le dis tout de suite, mais bon, Yannick Jadot, lui, il est optimiste, c'est un gars optimiste, et donc il va faire des débats sous le pont du Périph'. Et alors, le premier se tiendra mardi, vers Porte de la Chapelle. Non, je ne sais pas où ce sera, je déconne, hein, Maison Commune, ça doit être dans une salle au Parlement européen ou un truc propre comme ça, quoi. Le premier se tiendra mardi sur la désobéissance civile, de façon dématérialisée. Ah, bah voilà. Bon, alors, peut-être qu'il est vraiment une quichua du coup. Parce qu'il va faire ça sur Internet, tu peux pas savoir où il est du coup. Il est peut-être vraiment Porte de la Chapelle dans une tente, quoi. Je sais pas. En fait, je déconne, mais des fois, la réalité dépasse la fiction. Avec Macron, c'est un peu l'impression que j'ai. Hein. Tu dis, non, c'est une parodie de Macron. Non, c'est lui. Ah, merde. Donc voilà, alors il y aura José Bové, Brigitte Gauthier qui est directrice de L214, je l'ai interviewée cet été, très intéressante, Élodie Nas, porte-parole d'Alternativa, et un membre de Dernière Rénovation, c'est ceux qui s'assoient sur le périph' pour que les voitures ne fassent pas trop de bruit pour empêcher Yannick de dormir sous le tunnel. Donc voilà, on les comprend en même temps, c'est écolo. Moins de voitures, c'est écolo. Alors voilà, le deuxième débat sera le 15 décembre et ça portera sur le sens du travail. Quel est le sens du travail? Qu'est-ce que c'est que le travail? Est-ce que ce serait pas... Qu'est-ce que c'est que ça, le travail? C'est pas faire du profit pour des gens qui ne savent plus quoi faire de leur thune? En ayant un titre ronflant de Business Impact Manager ou un truc comme ça? Non, c'est pas... D'accord. Bon. Vous avez fait 3 mandats de député européen, Yannick Jadot, lui demande le JDD. Oui, c'est un maximum chez les Verts. Souhaitez-vous une dérogation pour pouvoir être à nouveau candidat? Parce que sinon, vous allez vraiment être dans une quechua à Porte de la Chapelle. Hein. Il dit, oh, j'ai pas tranché là. je suis pleinement investi dans mes dossiers européens. Hein. Une chose est sûre, je veux continuer à rendre l'écologie politique toujours plus crédible. Oui, d'accord, oui. Et donc, est-ce que vous excluez d'être sénateur ou candidat à la mairie de Paris? Rien n'est décidé, donc rien n'est exclu. Ah oui, d'accord. Donc en fait, toi, t'es clochard de la politique, c'est ça. Et ça se passe bien? Bah super, bah en fait, c'est mon métier. Mais alors, pourquoi tu fais une table ronde sur le sens du travail, en fait? Ah, bah, c'est mon métier de réfléchir à des trucs sur des machins quand les gens travaillent. D'accord, super. Voilà, bon. Merci Yannick, merci pour ce moment. Maison Commune, hein, vous savez, c'est le nouveau mouvement. Si vous êtes de sensibilité écolo et que vous aimez le camping, ben, vous pouvez rejoindre Yannick qui vous attend à bras ouverts pour ces réunions virtuelles pour essayer de réfléchir au monde du futur. Sinon, cette semaine, on va bouffer du Macron chef d'État, en veux-tu, en voilà, et on va voir que c'est vraiment le meilleur président que la France a jamais connu, parce qu'il va voir Joe Biden aux États-Unis. Ouais, c'est pour apaiser une relation tourmentée, puisqu'on s'est fait niquer les sous-marins. Hein. Vous savez, les Américains sont arrivés auprès des Australiens, ils ont dit « Hey, you're not gonna buy some French submarines, right? They don't know how to do these things. You're gonna buy our weapons, weapons of mass destruction, and we know plenty about this. So you buy our submarines and you good boys from Australia. Look at these good boys from Australia. » Donc ça s'est passé comme ça, donc il y va, c'était un peu en fait le lot de consolation. Hein. On te nique tes sous-marins, mais on t'invite pour une visite d'État. C'est la deuxième, c'est très rare, hein. Un chef d'État généralement va une fois aux États-Unis dans une visite d'État, à part Xi Jinping, parce que lui, bon, bah, c'est plus qu'un chef d'État, hein, c'est l'empereur. Mais là, il va arriver, donc c'est ultra protocolaire, hein. C'est hop, t'es veste en noir, un petit smoking, tu ramènes Bernard Arnault dans ta valise, Xavier Niel, Thomas Pesquet, t'as aussi Patrick Pouyanné, t'as tout le CAC 40 qui est là comme ça, tu vas bouffer à la Maison Blanche, t'es reçu dans une université, tu fais un grand discours sur la planète et sur l'avenir des enfants, puis à la fin tu dis, bon écoute Joe, tes mesures protectionnistes là pour vendre tes bagnoles électriques, qui fait que nous on peut pas vendre enfin les Allemands peuvent pas vendre leur Merco chez toi, il va falloir qu'on mette ça sur la table, hein, président Biden. Hein? Joe, Mr. President. Non, parce que on s'est mis d'accord sur les sous-marins. Tu m'as invité, là, ça fait le kéké, c'est mon smoking et tout. Mais maintenant, ce que je veux, c'est les mesures protectionnistes, là. On fait quelque chose. Yeah, sure. Where's my ice cream? Ça, c'est Joe Biden. Il va l'écouter, il va faire Yes,
We value our special relationship. Mhm. Ça veut dire, on t'encule bien profond en fait. Ouais. Ouais, mais parce que t'es la France, donc on sait comment on fait. C'est toujours pareil en fait. T'es là, tu fais oh, mais Joe, Mr. President. Il fait oh là là. Donc je vous raconte pas, la semaine va être assez chargée en matière de visite d'État. Et bien sûr, Jean-Brigitte sera du voyage hein, avec tout LVMH, puisque Bernard Arnault sera là pour faire à même la peau hein, les tailleurs qui vont être si saillants sur la première dame. Voilà, alors je vous dis, le grand dîner d'État hein, sera offert jeudi soir sous un immense chapiteau sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, où Douglas Kennedy, Claude Lelouch, les astronautes Thomas Pesquet, Sophie Adno, je ne sais pas qui c'est, Bernard Arnault, Xavier Niel et tant d'autres célébrités célébreront l'amitié franco-américaine. Joe Biden et Emmanuel Macron auront le temps la veille de profiter amicalement d'un dîner en privé avec leurs épouses Jill et Brigitte. Probablement dans un restaurant en ville, nous dit-on, l'un des préférés du couple Biden est français et s'appelle le diplomate. Donc voilà. On n'a pas le programme, mais je vous ai dit, il y a une visite de fac, etc. Alors, Macron, quand même, c'est le mec, il est président de la France. Bon, il vient de faire une tournée en Asie, il a fait le G20, la francophonie. Là, il arrive à Dijon, hein, quand même. Il se dit peut-être c'est une ville internationale, Dijon, je ne sais pas, je ne connais pas plus que ça. Il fait son truc pour la violence faite aux femmes. Et hop, il reprend l'avion et là, il se barre aux États-Unis pendant une semaine. Et c'est Alexis Kohler qui est mis sous statut de témoin assisté dans une affaire de conflit d'intérêts familiaux qui gère le reste du pays, avec les clés pendant qu'il y a 2 enquêtes du parquet national financier sur McKinsey. Voilà. Et les télés vont nous vendre du Monsieur le Président. Voilà. Enfin, vous allez voir, hein, il va vraiment avoir une stature. Il est vraiment au-dessus de la mêlée. Hein. Qui tu mettrais à sa place? Ouais, je vois pas. Puis qu'est-ce qu'elle est belle, Brigitte. Vous allez voir, on va parler de Brigitte tout à l'heure et de la guerre qu'elle a fait aux Mormons. C'était ce clan très proche d'Emmanuel Macron lors de sa prise de pouvoir. Un ancien magistrat du PNF mis en examen. Merde. Oui, le PNF, donc le parquet national financier, hein, qui a enquêté sur l'affaire Fillon, qui enquête sur maintenant les rapports trop proches entre Emmanuel Macron et McKinsey. Et bien là, on apprend quand même que c'est quand même des gars. Il y a un mec en or hein, qui s'appelle Pierre Olivier, je crois. Qui était un petit farceur et qui harcelait un peu comme ça les greffières et les femmes qui bossaient au PNF. Voilà le genre de saloperie que ce gars racontait. Une incapacité de ce magistrat à rester dans les limites attendues d'une relation professionnelle. Parmi les faits signalés, cette CI à l'automne 2019. Fais gaffe, ça coule, lui lance-t-il, avant de préciser. Bah oui, tu as du sperme qui coule le long des cuisses. Classe. Classe. Le mec est magistrat au parquet national financier. Hein. Là, tu te dis, bah, allez, c'est classe. Ou encore, son doigt, qu'il introduit subitement dans le nez de sa collègue. À défaut, lui dit-il ensuite de le mettre ailleurs. Classe. Le mec était... Tu dis, non mais, même dans les années 70, le mec qui fait ça, il était relou, quoi. Hein, parce qu'à la limite, ouais, c'était d'autres mœurs, tu comprends. Non, là, c'est au parquet national financier en 2019. Tiens, tiens Micheline, tiens, hop, je te l'ai mis dans le... Ah, j'aurais bien aimé le mettre ailleurs. Ah, mais merci. Je me suis senti très mal parce qu'humilié et je culpabilisais de ne pas avoir réagi plus tôt, a témoigné la juge qui a alors recours à un long arrêt maladie. Hein. Quand même, la juge elle explique, on fait pas ça. Et le mec, pour se défendre, quand même, bon, il était rétrogradé, hein, au rang de substitut. Et donc, ce fameux Pierre Olivier, ce bout en train, on va dire, son avocat n'a pu être joint par le JDD, mais devant ses pairs, il a regretté son comportement avec sa collègue magistrate, qu'il impute à un manque de discernement. Oui, quant à son attitude avec sa greffière, il a expliqué avoir voulu abolir la distance magistrat-greffier et développer une relation de proximité. C'était pour abolir la distance magistrat-greffier. Oui, je lui faisais des blagues sexistes dégueulasses. J'ai longtemps hésité la main au cul, mais je me suis dit non, on n'a plus trop le droit maintenant avec le MeToo, tout ça. Voilà. Cette dernière, évidemment, a pris ses distances avec la magistrature. Donc, le parquet national financier, vous avez ce genre d'énergumène quand même qui est embauché et qui fait ce genre de truc en 2019. Moi, ça me fascine de voir qu'il y a toujours des mecs comme ça. Ça me fascine. Et puis, dans le JDD, cette une sur les Mormons de Macron. Alors, la gauloiserie, non, ça s'appelle juste la dégueulasserie. Angers-Démon, vous allez voir, c'est une plongée au cœur de la cour du roi qui explique pourquoi les Mormons ne sont plus là. Hein, Sibeth Ndiaye, Benjamin Griveaux, Ismaël Émélien, tous ont été exfiltrés et n'ont plus de rôle au palais. Au palais, c'est l'Élysée, bien entendu. La réputation des Mormons retranchés au 4e étage se dégrade. Certains
les appellent la firme, d'autres les hyènes. Des proches de Macron plus âgés se lâchent dans la presse. Ce sont des bébés, leur lait leur sort des narines. Les relations se détériorent avec l'amiral Rogel, chef d'état-major particulier du président de la République, avec les cuisines de l'Élysée, où les caprices des conseillers agacent, avec les secrétaires aussi. En déplacement à Washington, l'équipe du président se fait remarquer par le négligé de certaines tenues. Si bête. Ah, vous vous rappelez les tenues de si bête des fois? Tu disais, ouais, mais c'est bien, ça permet de montrer que la France, elle est ouverte d'esprit et tout. Non, 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 tu respectes ta fonction un peu. Après, on verra si la France, elle est ouverte d'esprit. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et le président a commencé à se questionner à leur sujet. Ah oui, les mecs sont arrivés, mais genre, ça y est, on a gagné. On a gagné, on fait ce qu'on veut. On arrive en pyjama comme ça au dîner d'État. Non, ça marche pas comme ça. Alors, et puis il y a eu la crise, la grave crise de la cellule communication qui, avec les Mormons, qui conçoit un livret d'une 30aine de pages censé résumer en images le début du quinquennat. Voilà, 30 pages et pas une seule photo de Brigitte Macron. Brigitte Macron est totalement absente du livre. Une erreur, elle est un peu grosse pour plaider les tourderies. D'après les auteurs du livre, le président de la République s'emporte. Vous vous foutez de moi? Les exemplaires déjà imprimés par Topilon. Il n'y a pas de photo de Brigitte, bordel. Mais enfin, bon, je ne sais pas qui a acheté ce livre, mais j'aimerais bien avoir l'original. Il y a eu une vraie ligne de fracture entre Brigitte Macron et les Mormons qui ne comprenaient pas son omniprésence aux côtés de celui qu'ils considéraient comme leur créature. Donc en fait, énorme jalousie, quoi. Ils étaient tous in love de Macron, mais c'est Brigitte qui était quand même sa femme, donc c'est elle qui a dit, vous dégagez. Hein, voilà. La jalousie s'est cristallisée autour de la première dame, car elle seule n'a nul besoin de prévenir les huissiers pour entrer dans le bureau de son mari. Et elle peut avoir le dernier mot. Elle gouverne en fait avec Emmanuel Macron. Il faut savoir que c'est un exécutif bicéphale. Ils échangent beaucoup avec Brigitte sur tous les sujets de la République. Tous. Tous. Absolument, tous. Et donc voilà. Et donc ils se sont fait niquer parce qu'ils ont crime de lèse Brigitte, quoi. Et puis ensuite, attention, il n'est pas exclu que Brigitte ait dit du mal des Mormons parce qu'elle s'est laissée influencer. Hein. Et oui, des gens ne nous aimaient pas, comme Bayrou notamment. François Bayrou, vous savez, c'est ce mec qui a plein de titres ronflants, haut commissaire au Haut Commissariat au Plan, secrétaire général du Conseil national de leur fondation, mais en gros, bon, il sert juste à Macron de marchepied pour avoir un peu le pouvoir et dire, écoute, je m'essuie un peu sur ta gueule parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, tiens, voilà, puis t'aimes ça, voilà. Et Bayrou, le jour où il a compris le pouvoir des Mormons, il est devenu méchant. La cour, mes amis, ça c'est l'Élysée façon cuisine. Des gamins qui essayent d'être bien vus par le président et qui se font des crasses avec la copine du président. Et il a dit, il y a Benjamin qui a dit qu'il en avait une... Non mais... Là tu te dis, c'est pas sérieux quand même. On était censé être une grande puissance mondiale, puissance nucléaire, avec un énorme PIB. On était le pays de la Déclaration des droits de l'homme. On a quand même un art de vivre exceptionnel. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec ce genre de clique à l'Élysée? Alors eux ont été exfiltrés, hein, mais bon, il reste quand même le cœur du truc. Hein, c'est quand même Emmanuel Macron, le youtubeur, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les Mormons? Alors Sylvain Faure travaille dans la com, entre Paris et Londres, en plus de publier une chronique hebdomadaire dans l'Express. Benjamin Griveaux, il n'est pas maire de Paris, ça on le sait. Hein. Il exerce une activité de conseil en stratégie auprès des dirigeants et investit dans les startups. Quand je me suis impliqué auprès d'Emmanuel Macron pour l'élection de 2017, j'avais quitté la politique. J'y suis revenu, j'en suis reparti. Voilà. De mon côté, j'ai tourné cette page, mais si je continue à côtoyer régulièrement cet univers. Évidemment, Benjamin, tu fais du conseil et tu investis dans les startups. Voilà. Il n'est pas chez McKinsey, ceci dit. Hein. C'est pas la crème de la crème, mais bon. Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture. Oui, il a été recruté en septembre par Sweep, une jeune pousse du conseil en réduction des émissions carbone. Et là, tu comprends pourquoi ils sont autant à fond sur le carbone. T'as l'ancienne de McKinsey qui a monté sa boîte sur la rénovation thermique. T'as lui qui est chez Sweep. Enfin, ils ont dit, voilà où est-ce qu'on va faire des sous. Le réchauffement climatique. Hein, de quoi ouvrir de nouveaux marchés pour le conseil. C'est que ça. Quasiment. Bon, il y a le réchauffement pour de vrai, mais ils ne vont pas aller aider les mecs qui ont leur champ cramé ou le fait qu'il n'y a plus d'eau. Non, par contre, ils vont se faire un peu de thunes en vendant du conseil, comme ils font toujours, mais sur le climat. Et alors lui, il a un poste, vous allez voir, le titre du poste est dingue. Il y exerce, dans un franglais typique des startups et de la culture Macron, donc dans sa société Sweep, la fonction de Chief Impact Officer. Je vais rester poli.
Je vais rester poli, mais globalement, quand tu as un job title, hein, un titre de job qui est Chief Impact Officer, c'est que tu fous rien. Hein, tu es là, tu pâtes de la thune, c'est soit parce que tu es le fils de quelqu'un, soit parce que tu sers à rien. Hein, ou tu es le fondateur éventuellement, mais machin. Mais voilà, Chief Impact Officer. Le RER dans 10 grandes villes de France, vous faites bien d'en parler. Je peux en parler, c'est la dernière sortie de Macron, on s'en fout un peu. Alors, qui d'autre? Alors son objectif, hein, Julien de Normandie, mon objectif est de mettre à profit mon expérience pour les aider à s'équiper d'outils solides qui leur permettraient d'atteindre avec succès leurs objectifs climatiques et de réussir leur transition vers des modèles durables agissant efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Chief Impact Officer. Ok. Voilà. Sibeth Ndiaye, elle est chez ADECO. Malgré toutes les réserves, hein, de la haute autorité à la transparence de la vie publique, une prudence particulière doit ainsi être observée par M. de Normandie dans le choix de ses clients. Sans blague, c'est le conflit d'intérêts permanent. Et vous allez voir, on va parler du cabinet de Muriel Pénicaud tout à l'heure, c'est pareil, si ce n'est pire. Et puis sinon, vous avez Ismaël Émélien. Alors lui, il a levé 20 millions d'euros pour lancer son entreprise de médecine préventive baptisée Zoï, et ça veut dire la vie en grec. J'en avais parlé dans une revue de presse il y a de ça quelques mois, puisqu'il avait fait sa pub dans les Échos. Et il faut savoir que parmi les principaux investisseurs, vous avez Jean-Claude Marian, fondateur d'Orpea, hein, qui est donc l'EHPAD qui maltraite les vieux, Victor Castanet, Stéphane Bancel aussi, le PDG de Moderna, Xavier Niel bien sûr, et Alain Ducasse, Christian Darnia, l'argentier des campagnes présidentielles, ou Ludovic Chaker, premier secrétaire général de l'AREM. Voilà. Donc le conflit d'intérêts, c'est pas que McKinsey, hein, c'est à peu près toute l'AREM qui est en fait une officine qui permet de créer des boîtes ensuite pour capter un peu d'argent public ou d'aller voir des clients en disant « j'ai bossé avec le meilleur président que la France avait connu ». Et et oui, j'ai un petit costume un peu cintré, ce qui fait de moi une excellence. Vous pouvez m'appeler mon excellence. Voilà. Alors, il faut savoir que Émélien était présenté comme le cerveau de la campagne de 2017. C'est un homme mutique, toujours dans l'ombre. Ses proches le décrivent comme un grand angoissé, hypocondriaque, qui ne quitte jamais, y compris pour dormir, des capteurs chargés de surveiller en permanence son état de santé. Waouh! Lorsqu'ils se sont revus l'été dernier pour un week-end entre amis dans la propriété de l'un d'entre eux, il portait justement l'un de ces objets connectés. Bon, ben on s'en est débarrassé au pouvoir, mais les mecs sont là, bon après ils font leur thune. Le mec a levé 20 millions d'euros pour sa start-up Zoï. Alors, petite parenthèse, Zoï va vendre en fait des diagnostics, hein, donc comme il est fan d'objets connectés, il va vendre ça à des riches, pour que tu sois tout le temps, hein, connecté à savoir si tu as du cholestérol, si tu es un peu gros, si tu es un peu Bernard Arnault ou pas, et ça va coûter environ 2000 balles par an. Enfin, ils sont pas d'accord sur le prix, mais c'est le truc pour riches hypocondriaques. Il a trouvé qu'il y avait une niche, là il s'est dit, voilà, je pense que j'ai des amis qui adoreraient être connectés. Et donc, avec Antoine, on a un nom pour ces objets connectés qui essayent de voir si tu as une bonne santé ou pas. On appelle ça des scanus, hein, voilà. C'est des scanners, voilà. Et je pense qu'on va peut-être, avec les capacités en intelligence artificielle de la boîte d'Antoine, créer le Scanus. Hein. Ça aura un peu plus de technologie que l'élastique à chibre, évidemment, mais ça permettra peut-être d'offrir un service à la société. Alors, on ne va pas lever 30 millions, malheureusement, mais peut-être qu'on pourrait lever quelques bananes, des mangues, des patates, du brocoli, enfin un truc, voilà. Mais le Scanus, beau projet aussi du monde moderne. Voilà, ça c'était, dans le JDD, ce portrait des Mormons, c'était incroyable. Alors, une sorte de thermomètre voilà, rectal, absolument, mais en plus connecté, hein, évidemment. Aujourd'hui en France, Le Parisien, journal de Bernard Arnault, fait sa couverture sur « Faut-il craindre la 9e vague ?» Faut-il craindre la 9e vague? Faut-il craindre la 9e vague? Alors, oui, nous disent sans équivoque les médecins, hein, en disant non, mais bien sûr, attendez, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas le Covid, hein, comme s'il n'y avait plus le Covid. On ne peut pas faire comme si toute la population s'était vaccinée, hein, parce qu'en fait, plus personne n'y va. Hein. Ouais, hein. On a plein de doses bivalentes, hein, qui sont très bien, hein, généralement, pour les raclettes d'hiver. Alors, l'intérieur est encore plus drôle. 9e vague, bah et alors, nous dit le Parisien. L'hiver sera dur sur le front du Covid, ce dont les spécialistes d'ici peu ont pour atteindre 50 000 cas quotidiens en moyenne, alors que les Français ont abandonné des gestes barrières et semblent ignorer ce rebond à moins d'un mois de Noël.
Et alors BFM, bien sûr, a embrayé le pas, donc il y a un ordre hein, qui a été donné sans doute de dire, bon, on a des stocks de vaccins, on a payé ça des millions, si jamais on les jette, on est mort. C'est le coup Bachelot, on ne peut pas refaire le coup Bachelot. Là, le Covid, les gens, ils étaient quand même, bon, c'est quand même un virus qui tue, hein. C'est quand même un virus super grave. Bon, les PCR, c'est bien d'en faire avant Noël quand même, hein. Papy-mamie sur le balcon, si jamais vous n'êtes pas sûr, hein, vous faites le test et vous dites, bon, c'est un faux positif ou quoi, laissez-les sur le balcon, de toute façon, ils ont que ça à foutre. Ils ont pris l'habitude depuis 2 ans. Hein, tu les fous sur le balcon avec les petits os de poulet, ça se passe très bien. C'est du chapon. Ah, c'est plus dur à casser, bah oui, oui. Attention les dents quand même. Hein. Voilà. Voilà, ils ont 4 doses, donc c'est mieux pour eux. Dans le doute. Hein. Alors, pour contrer cette 9e vague, l'enjeu, c'est aussi le vaccin, nous dit une médecin à fond. Bah oui, quand on est vacciné depuis plus de 6 mois, la protection passe de 80 à 65%. Encourageons donc ceux qui relèvent d'un rappel à se faire vacciner sans attente. Il s'agit des plus de 60 ans dont la dernière dose date d'il y a plus de 6 mois. Oui, et avec le sérum bivalent, qui est encore plus actif contre les sous-variants. Les études montrent qu'il est 5 fois plus neutralisant. Ah bah voilà. Car cela aussi semble avoir été oublié. Ce rappel renforce la protection pour ne pas être infecté, mais surtout contre les formes sévères de la maladie. Ah, ouais. Donc ici, bien sûr, nous respectons les consignes de la communauté ainsi que les consignes de l'OMS. Évidemment, si vous relevez, bien sûr, du rappel à vaccination, n'hésitez pas à faire cette dose bivalente, hein, qui est la 4e, le 2e booster, comme on le disait il n'y a pas de temps, ou peut-être c'est la 5e, je ne sais plus. Mais globalement, faites-le puisque voilà, vous avez 5 fois plus de chances de faire des formes moins graves que si vous n'aviez pas le vaccin. Enfin voilà. Et puis c'est une chance parce que sans ça, les masques vont revenir dans les transports peut-être. Alors, les gens ne mettent plus de masque. Hein. Ils se disent non, mais pourquoi ça ne prend pas ? Pourquoi les gens n'y vont pas finalement ? Et là, la médecin dit qu'il y a eu un flou dans la présentation. Il est très difficile de savoir ce qu'on se fait injecter en fait, où on va. Puis surtout, je crois qu'il y a les chiffres. Hein. Je crois aussi qu'il y a l'expérience personnelle hein, de voir que tous vaccinés, tous covidés, bon, tout ça, ça fait qu'au bout d'un moment, tu te dis, ouais, bon, je vais en refaire un, mais bon, c'est pas... Hein voilà. Ouais, je vais pas le dire parce que sinon on est striké, mais voilà. Hein, on est... Parce que je suis... Hein merci, docteur. Voilà, merci, docteur. Merde, ah non, je suis pas du tout là. Où est-ce que je suis ? Je suis là. Le sérum bivalent, là, ça ne prend pas. Et puis, ce témoignage extraordinaire de Violaine, octogénaire, porteuse d'un masque FFP2, c'était la seule à porter ce masque ce week-end aux Halles de Paris, sous la canopée. Les journalistes du Parisien sont allés la voir en disant « Mais vous êtes la seule à porter ce masque, qu'est-ce qui se passe ?» Alors que tout le monde était là, pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, pas de Covid. Et elle dit « On dirait que les autres ne regardent pas les infos ou n'ont perdu personne de cette maladie terrible. » Et ben voilà, Violaine a tout résumé. Si vous ne regardez pas les infos, il n'y a plus de Covid. Enfin, il y en a toujours. Mais bon, ça ressemble quand même globalement... Enfin bref, je vais me taire parce que je respecte les consignes de la communauté et qu'on n'est pas sorti le cul des ronces. Voilà, 9e vague, hein, les gars. Alors bon, évidemment, hein, pour ceux qui aiment ça, vous pouvez suivre les consignes. Hein, c'est pas... ça fait pas de mal. Enfin si, enfin, ça dépend. Enfin voilà. Sinon, en Chine, ils en ont vraiment ras le cul. Hein. Les Français également, puisque la Chine a confiné quand même un tiers de sa population. Il y a des suicides de jeunes, il y a des révoltes, on commence à en parler. Dans les usines, dans les zones confinées, les Chinois commencent à gueuler et à tout foutre en l'air. Et la politique zéro Covid voulue par le gouvernement, Xi Jinping a été reconduit bien sûr lors du congrès du Parti communiste chinois, mais ça craque de partout en Chine. Et si ça craque en Chine, ça veut dire que ça craque partout. Alors, eux, ils ont des mecs déguisés en mignons, avec leurs combinaisons blanches, qui te testent tous les jours. Là, c'est le témoignage d'un Français qui explique, il y a un cas dans l'immeuble, et donc plus personne ne peut sortir de l'immeuble, et tous les soirs, tu as les mignons qui arrivent, ils lui foutent le truc dans le nez, et si jamais t'es positif, tu sors même pas de chez toi. Et eux, ils n'ont même plus le droit de sortir de chez eux. Et là, tu vas en plus en camp de quarantaine. Enfin bref, la politique zéro Covid est un échec puisque les nouveaux variants font que y a des cas de contamination comme partout. Hein. Sauf que le gouvernement chinois ne veut pas perdre la face. Et donc, il continue à s'enfermer avec ces révoltes qui ne font que grandir. Je pense qu'à un moment, ça ne va pas tenir, quoi. Donc il va falloir qu'ils inventent une énorme entourloupe pour dire « Ah oui, non mais en fait, c'est bon, c'est pas grave. »
On a fait tout ça, mais c'était pour déconner. Enfin non, mais je veux dire, c'était pour votre santé, mais bon, voilà. À propos de déconne, un énorme déconneur, Olivier Dussopt. Le macronisme en chuchotant. Alors non, le macronisme, c'est en zozotant, hein, mais bon, c'est le Parisien, donc je les excuse, hein, ils font pas non plus. Donc lui, non, c'est un zozoteur chuchotant. Hein, c'est un macroniste qui ne hausse pas la voix, qui est très calme et qui fait des réformes incroyables. La réforme de l'assurance, la réforme du chômage, les pires réformes antisociales, et il vient du PS, donc c'est un petit bijou de macronisme, vous allez voir. C'est le ministre du Travail qui est à la manœuvre dans les réformes les plus explosives du gouvernement, et les plus marqués à droite. Un paradoxe pour celui qui vient du PS. C'est paradoxal. C'est paradoxal. L'idiot utile de la Macronie, ils auraient pu l'appeler. Hein, un mec de gauche qui fait les pires réformes de droite. Comment t'appelles ça? Un macroniste. Bah ouais, c'est ça. Bah exactement. Bah, Olivier Dussopt, c'en est l'exemple le plus flagrant. Et le mec qui en parle le mieux, c'est Édouard Philippe. Eh oui, il a fait peut-être la réforme la plus importante du dernier quinquennat. Et c'est passé comme ça. Ça passe. Monsieur, ça passe. T'as Édouard Philippe qui dit, c'est passé comme ça. Ah ouais, on les a niqués dans toutes les largeurs. Et le mec, il est bon, hein. Ah, il est bon, ah, il est brillant. Ah là là, il est à la fois diplomate, il est politique, en même temps, il plante les petits coups de couteau, il a des affaires au cul, évidemment. Il a fait la réforme la plus importante du dernier quinquennat et c'est passé comme ça. Donc ça veut dire que la réforme est ultra violente et que les Français, ils ont fait, ah oui, merci, monsieur Macron, le meilleur président qu'on ait jamais connu. Donc ça m'a fait marrer de voir que quand même la citation d'Édouard Philippe, c'est passé comme ça passe. Putain. Tu dis, mais à quel moment les mecs sont aussi caricaturaux, quoi? À quel moment c'est devenu des caricatures d'eux-mêmes? Depuis qu'il n'y a plus les guignols, je pense. Ça a vraiment aidé à ce que les mecs se prennent au sérieux et deviennent encore plus cons. Bon. Mais là, tu te dis, non, mais c'est pas possible, c'est pas permis, en fait. Ah là là. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes devant la revue de presse du Monde Moderne. C'est une revue de presse quasi quotidienne, à 9h ou presque, où nous détaillons avec vous les titres de la presse des milliardaires et des oligarques. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, sur YouTube, et vous abonner également ici et ailleurs si vous souhaitez ne plus voir les pubs et nous aider à faire toujours plus de bagened, de recrachage de café, de plein de choses. Alors, à propos d'Olivier Dussopt, ses anciens amis lui en veulent toujours. Il a encore des anciens amis? Ouais. Ce qui fait dire à gauche qu'il parle avec la foi des néoconvertis, c'est incroyable. Quand on connaît son parcours, s'étouffe l'une de ses figures, rappelant qu'il a grandi au PS, dans le sillage de Benoît Hamon, Martine Aubry, puis Manuel Valls. Aïe! Manuel Valls, on en parle. Est-ce que tu crois que le mec ne pouvait pas creuser plus bas? Bah si. Il doit rembourser sa thune de sa campagne qu'il a perdue à Barcelone. On en parle tout à l'heure. Mais bon, le mec est donc à gauche avec Benoît Hamon. Hein, donc voilà. Avant de rallier Emmanuel Macron sans crier gare en novembre 2017, il venait d'être réélu député PS, de voter contre les ordonnances travail et le budget. Ah bah dis donc, bah c'est vraiment un bon macroniste ça. Oui. Mais il a fait son petit meeting annuel de Territoire de Progrès, ça s'appelle, son petit parti, hein, où il a dit « Je n'ai pas le dépassement honteux ». Il est d'ailleurs proche d'Édouard Philippe, mais aussi très copain avec Gérald Darmanin. Ah oui, donc il n'est pas de gauche en fait. Ah non, pas du tout. Ah bah c'est pour ça qu'il était au PS alors. Bah oui, ah d'accord. Oui, alors, seul candidat en lice à sa réélection, Olivier Dussopt a été réélu à la tête de Terre de Progrès. Terre de Progrès, ils sont 2600, max. Bon, nous on est presque 2000 hein, tous les matins à la revue de presse. Voilà, ça vous donne une idée de grandeur hein, du bidule. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Cherchera-t-il au cours du quinquennat à faire sa mue afin de peser sur l'après-Macron et 2027? Un ministre qui lui connaît bien lui prête en tout cas l'ambition des discrets. Olivier Dussopt, le machin là, le petit gars, le traître, celui qui fait des contre-réformes antisociales, issu de la gauche, enfin de la droche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah c'est ça la Macronie. Et puis sinon, je vous le disais tout à l'heure, hein, les militants Boud, Rousseau et Jadot au congrès de ELV et leur motion enregistre des scores décevants. Hein, et c'est Marine Tondelier qui est en bonne voie pour prendre la tête du parti. Marine Tondelier, vous la connaissez moins, bah oui, elle est plus discrète. Hein, elle a peut-être l'ambition des discrets, mais c'est ELV aussi, comme ils votent, et à chaque fois, tu as un truc qui sort du chapeau, tu sais pas. Mais là, bon, Sandrine Rousseau, elle continue de faire sa petite carrière sur Twitter, hein, très très bien d'ailleurs. Bon, Yannick Jadot, on en parlait en ouverture de la revue de presse. Bon, bah lui, il a fondé Quechua Commune, hein, porte de la Chapelle, si vous voulez faire des petites tables rondes virtuelles sur l'avenir du travail. Et puis les autres, bah voilà, c'est ELV. Sinon, ce titre m'a beaucoup plu. C'est toujours dans le Parisien aujourd'hui en France. Avec l'inflation, il faudra être inventif pour le réveillon.
Ah, et si on faisait un réveillon tout en carton? Hein, chérie, qu'est-ce que t'en penses? Des petites vitres en carton, on les découpe? Bah oui, oui, oui. Avec peut-être du papier crépon, hein, pour faire l'huître. Ce serait pas mal. Ah, oui, c'est cher le papier crépon, j'avais pas vu que ça avait autant augmenté. Bon, bah écoute, on va récupérer les cahiers des gosses, hein. De toute façon, ils sont nuls, donc ça sert à rien. Et puis on pourrait faire des Saint-Jacques, des petites Saint-Jacques un peu chiffonnées, avec une sauce au papier. Voilà, un petit réveillon en carton, ça vous tente? Eh ben voilà. Eh ben, il va falloir être inventif. Donc, au monde moderne, on va vous faire bien sûr l'émission culinaire pour vous donner des idées, bien sûr, pour ce réveillon. Hein. Que faire à manger en carton pour le réveillon en carton, sachant que, bon, bah, déjà, hein, un petit conseil pour réduire les prix. N'invitez pas papy et mamie, parce que même s'ils sont sur la terrasse, hein, ces salopards, ils bouffent comme quatre. Donc, prétextez quand même la 9e vague en disant on ne voudrait pas déconner, hein, ne les invitez pas. Hein, pareil avec les gens un peu fragiles, tout ça, qui sont au bord du gaz, ne les invitez pas non plus. Hein, c'est des gens, tu sais jamais, bon, c'est pas des gens qui bouffent non plus, mais voilà. Baissez les prix, invitez personne. Faites un réveillon un peu fermé, hein, déjà. Bon, là, tu baisses les prix, puis ensuite, la récupération, hein, les cahiers des enfants, les ordonnances qui n'ont pas servi, bien entendu, tout ce que vous pouvez récupérer hein, de prospectus dans vos boîtes aux lettres. Hein, certains ont du goût, hein, il faut savoir les repérer, bien entendu, et puis les cartons que vous pouvez récupérer dans les poubelles ou ailleurs. Ça vous permettra quand même d'avoir un dîner de fête hein, qui ressemble à quelque chose, sans vous ruiner, bien entendu, compte tenu de l'inflation. Voilà. Oh, une campagne, c'est pas pour le Covid, non, c'est pour la bronchiolite. La bronchiolite, ça lève vite. Ah oui, comment tu fais? Ben, je me lave les mains, je lave régulièrement les jouets et les peluches de mon enfant qui est malade, hein, mon enfant qui est une plaie, qui mange, qui coûte une fortune, qui va en plus foutre en l'air le climat. Ah bordel, j'ouvre la fenêtre hein, de la pièce où il dort. Alors pas pendant qu'il dort, hein, attention, non, non, c'est 10 minutes par jour, hein, déconnez pas. J'évite d'emmener mon enfant dans les endroits publics et confinés, donc je ne le mets pas à la crèche, hein, je ne travaille pas donc, globalement, hein, voilà. Je ne partage pas ces biberons non lavés, hein, les sucettes, les couvercles, tout ça, non, non, non. Et je ne fume pas à côté de mon nouveau-né qui tousse, hein, voilà. Voilà. Et si jamais il a des symptômes, eh bien vous appelez d'abord votre médecin. Et s'il n'est pas disponible, vous appelez ensuite François Braun. Voilà. Et vous pouvez lui dire, dis donc François, qu'est-ce que c'est que ces urgences-là qui n'acceptent plus les enfants qui font du tri? Ah non, nous ne faisons pas du tri, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, non, nous nous adaptons aux situations en fonction des différents flux qui... Allez, ta gueule. Voilà, donc une petite campagne, tu ne sais pas combien ça coûte rien, ils mettent ça comme ça dans le JDD. Et tu dis, voilà, c'est très bien, une petite campagne sur la bronchiolite, allez, ça joue. De toute façon, vous allez voir, ça joue, mais ça joue de tous les côtés. Alors, voilà, la bronchiolite, je l'évite. Le Figaro fait sa une sur la guerre en Ukraine, qui attise les tensions en Russie. Alors, voilà, nous sommes le 28 novembre 2022. Le 24 novembre, nous avons appris l'ouverture de 2 enquêtes par le parquet national financier pour financement illégal de campagne et aussi collusion avec le cabinet McKinsey, hein, qui touche directement le président de la République. Et lui, il dit qu'il n'est pas visé, bien entendu, par ses affaires. Évidemment que non, bien sûr que non, pas lui. Pas lui. Mais bon, ça fait toujours pas la une hein, des médias. J'ai cru le lendemain, ça ferait la une. J'ai cru ensuite, peut-être ce week-end, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Non. Et tu dis, peut-être lundi alors. Bah non, t'es con quoi. De toute façon, vous savez, hein, comme disent les fact-checkers, hein, si la presse mainstream n'en parle pas, c'est pas une information. Donc voilà, donc la guerre en Ukraine, en revanche, attise les tensions en Russie. Et ça, c'est un bel article dans le Figaro qui explique que ceux qui partent au front, en fait, viennent de provinces qui sont plutôt loin de Moscou. 28,4 tués pour 10 000 hommes de 22 à 37 ans. Le coefficient de mortalité de la Bouriatie est 28 fois supérieur à celui des régions russes les moins touchées. Et en fait, vous voyez que dans cette guerre que la Russie mène à l'Ukraine, eh bien, il y a des provinces qui sont plus chargées que d'autres. Touva, Bouriatie, la République de l'Altaï, mais aussi Pskov et l'Ossétie, l'Ingouchie, bref. La Russie est vaste et il y a certains lieux en fait où vous voyez que les gens qui partent en guerre sont des gens qui sont pas les mêmes et ça commence à se voir. Alors Vladimir Poutine a reçu les mères des soldats tués dans un exercice de communication millimétré en expliquant que rien ne remplace la mort d'un enfant, etc., mais que c'était bien sûr pour la Grande Russie, nanana. Bon, voilà, mais la grogne, plus que la grogne, la colère commence à monter, notamment dans ces provinces qui se disent on n'a pas
à tuer nos gars pour l'Ukraine. Ça ne va pas et ça pourrait être un gros problème. Alors, vous avez l'interview dans le Figaro de beaucoup de chercheurs sur la Russie qui expliquent que la suite pourrait être, en cas de défaite en Ukraine, une sorte de départ de Vladimir Poutine, soit par le haut, soit par le bas, avec une lutte oligarchique pour la reprise du pouvoir en Russie. Mais globalement, c'est pas gagné et ça ne changerait pas grand-chose. Avec la fin des sanctions, éventuellement, longtemps après. Dans le même temps, côté ukrainien, Volodymyr Zelensky demande toujours autant de thunes, voire plus, et l'Ukraine a signé le 16 novembre dernier avec BlackRock pour que BlackRock, qui est le fonds qui est propriétaire de la planète, s'occupe des investissements du ministère de l'économie ukrainien et décide de qui sera les partenaires et comment ça va se passer. Donc l'Ukraine, c'est BlackRock. Et tout ça, bien sûr, continue dans un flou impeccable. Emmanuel Macron va bien sûr parler d'Ukraine avec Joe Biden. Where is my ice cream? Ça veut dire que derrière, c'est pas près d'être fini, mais on espère que l'hiver va quand même faire en sorte que cette guerre s'arrête et qu'on arrête de faire ce tourniquet à milliards, en fait. Hop, nous, BlackRock. Hop, nous, BlackRock. Hop, nous, Monsieur BlackRock. Je demandais des sous à BlackRock, j'ai été bête. Il faut en avoir pour demander des sous à BlackRock. Sinon, une très bonne nouvelle, la CMA-CGM, vous savez, qui fait du transport maritime, eh bien, bonne performance, parce qu'il n'y a pas assez de bonnes nouvelles dans cette revue de presse. Donc, quand même, ce troisième armateur mondial, avec 580 navires, a publié vendredi un bénéfice net de 7 milliards de dollars au titre du troisième trimestre. Au printemps, c'était 7,6 milliards, un autre record. Et donc, c'est des profits qui ont bondi à 21,8 milliards depuis le début de l'année contre 17,9 milliards en 2021. Voilà, le chiffre d'affaires de la CMA-CGM a progressé de près de 30% à 19,9 milliards de dollars. Alors, est-ce qu'il faut taxer les super profits? Non, non, parce que eux, ils ont fait un fonds, la CMA-CGM a fait un fonds pour verdir ses bateaux. Donc vous n'allez pas me taxer, parce que moi je fais des trucs en or avec mes profits, c'est que je fais un fonds pour verdir mes bateaux. Oui, objectif 2050, quoi. Le temps de mettre quelques milliards de côté, parce que ça coûte cher de verdir des bateaux qui sont inverdissables, en fait. Donc il faut pour ça payer des trucs, enfin voilà. Donc on ne va pas taxer les profits de gens qui font un super boulot pour la planète. Sinon, dans les autres bonnes nouvelles, près de l'État, à Goodyear, l'État a octroyé un prêt de 85 millions d'euros à la société Goodyear, à Amiens. Amiens, c'est la ville où il y a Emmanuel Macron. Donc si jamais Goodyear ferme, ça se voit, c'est le bordel. Le président, on voit que c'est les faillites, ça se voit trop. Si Goodyear fait faillite, on va être obligé de parler des faillites. Après une subvention de 44,6 millions d'euros en mars dernier. Voilà. Alors c'est pour aider le site à se moderniser. Bon, je ne vous cache pas que c'est la merde, c'est la récession. On cache les faillites avec des chèques, c'est notre argent. Quand on dit la subvention de 44,6 millions, voilà, on a payé pour que Goodyear à Amiens ne ferme pas, parce que ça se verrait et que c'est la ville du président. Et là, comme ça va toujours pas mieux, on lui fait un petit prêt de 85 millions d'euros. Et si jamais ils ne peuvent pas rembourser, c'est pas grave, c'est cadeau. C'est les Français qui payent. De toute façon, ils ont bouffé du carton au réveillon, ils sont pas à ça près. Et puis, si jamais vous avez des tenues usagées, ça fait des bonnes bûches. Une petite sauce au poivre, avec du chocolat, s'il vous en reste. Et ben voilà. Donc, carton pneu, ça fait quand même une belle table de fête. Voilà. Sinon, le métavers, la métamerde, un an après l'euphorie, le retour sur Terre. Mais il n'y a jamais eu d'euphorie, en fait, les mecs. Vous êtes là, quoi. Il y a Mark Zuckerberg qui a cramé sa fortune en se disant « Tiens, je vais faire un truc qui ressemble à Second Life. » Ouais, en plus con. Pour faire des réunions sur LinkedIn. T'es con, quoi. Bah non, je trouve ça super. Regarde, je peux me déguiser en Batman, regarde. Hop, je suis Batman. Non, c'est ton avatar est tout pété. Regarde, hop, je suis Catwoman. Ah non, c'est pareil, tu ressembles au grand Schtroumpf, connard. Ah oui, non mais alors, attends, on va coder. Du coup, Facebook licencie plusieurs milliers de jobs. Le métavers est un fiasco total et Zuckerberg continue, il veut absolument arriver à faire sa merde. Bon, ça ne marchera pas et c'est tant mieux. Chine, c'est en une de Libé, une colère contagieuse. Plusieurs provinces maintenant se sont mises à gueuler et ça commence à se voir. Et la politique zéro Covid ne marche plus, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, le gouvernement s'enfonce.
le zéro Covid, la population teste le PCC, et non pas le PCR, bien joué. À Pékin, Shanghai, Urumqi, les habitants exaspérés par les confinements à répétition osent manifester ouvertement. Les revendications démocratiques, pas vues depuis longtemps, qui dépassent la seule gestion de l'épidémie et maintenant fragilisent le pouvoir. Voilà où on en est. C'est incroyable ce qui se passe en Chine. Les vidéos, moi je pensais que jamais on verrait de telles vidéos. Hein. Vous avez les mignons donc, qui sont là... Et les mecs leur balancent des trucs à la gueule, on en ras-le-bol, veulent sortir. C'est un peu l'effondrement peut-être du régime chinois. L'Iran aussi, hein, c'est un peu la merde évidemment. Mais bon, c'est des régimes qui savent quand même tuer leur population hein, pour rester au pouvoir, donc tout n'est pas fini, attendez. Sinon, dans le mouvement des anti-bassines, la répression met la pression, parce que nous, en France, on n'est pas en reste hein, pour les opposants politiques, on les maltraite comme il faut, puisqu'il y a eu la mobilisation en octobre à Sainte-Soline. 5 opposants aux réserves de substitution sont jugés aujourd'hui à Niort, un procès qui s'inscrit donc dans un contexte de durcissement et de criminalisation finalement du droit à manifester. Alors il faut voir qu'il y a eu des amendes en série, des interdictions de manifestation, de la surveillance, des outils variés utilisés par les forces de l'ordre hors du contrôle de l'autorité judiciaire. Pour ceux qui ont suivi le mouvement des Gilets jaunes, c'était exactement la même chose à l'époque. On parlait de dérive autoritaire du pouvoir, on est en plein dedans, ça ne fait que continuer. C'est devenu un arsenal finalement que la police va utiliser, quelle que soit la cause. Et quand c'était les Gilets jaunes, bien sûr, tout le monde regardait ça en se passant en disant « Oui, mais ils sont violents, tu comprends ?» Non, 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 non. Les violents, c'est pas ce qu'on croit. Hein. Ils ont des cravates et ils osotent, ouais. Et donc là, les militants anti-bassines commencent à dénoncer. Hein. Durant le week-end, il y a eu plein d'arrêtés d'interdiction, il y a eu des amendes, des PV de stationnement pour ceux qui étaient venus pour manifester. Bref, l'idée est de criminaliser le plus loin possible le droit à manifester, et tout ça a pris corps lors de la mobilisation des Gilets jaunes, et déjà un peu auparavant avec la réforme de la loi travail, parce que le gouvernement prépare des réformes antisociales. Et on voit bien dans la LOPMI, la loi sur la réforme de l'intérieur, vous avez plein de nouvelles amendes qui vont arriver pour criminaliser le droit à manifester, notamment dans les universités, mais aussi ailleurs. Ça, c'est inacceptable. C'est utilisé, vous voyez, pour empêcher les mobilisations, pour toucher au portefeuille, parce que voilà, vous ne pouvez pas payer, ou vous avez peur non seulement de la violence physique, mais aussi de la violence ensuite juridique. C'est beau la Macronie, hein, c'est beau comme une dictature quasiment. Non, mais non, on est en démocratie, regardez, la justice fait son travail, si ça c'est pas la preuve qu'on est en démocratie quand même. Je veux dire, c'est pas comme si on avait eu 2 campagnes et qu'on avait mis 5 ans à ouvrir les enquêtes. Hein? C'est pas comme si on savait que l'AREM c'est McKinsey, à peu près, enfin à peu de choses près. C'est pas comme si les mecs avaient palpé de la thune pendant la crise Covid pour faire n'importe quoi. Non, 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 c'est pas ça. C'est une belle démocratie, regardez. La preuve, on a des ministres qui sont même mis en examen par la Cour de justice de la République. Voilà, voilà. Et puis, il y a les menaces. Hein. Derrière, on lâche les chiens. Donc, menace d'amende. Après un procès verbal sur l'affichage sauvage sans autorisation de publicité pour une simple randonnée en canoë. Voilà. Donc les mecs, ils mettent une petite affiche, tu vois, associative pour dire « Venez, on va faire du canoë ». Et là, t'as les mecs qui disent « Fils de pute, enlève-moi ça tout de suite !» Excusez-moi, c'est pour une sortie en canoë. « Ah oui, c'est pareil, enlève-moi ça tout de suite !» Bon, bah merci, monsieur l'agent. Voilà, mais on accepte cette dérive gentiment. Donc on est responsable aussi de cette dérive terrible. Parce que derrière, il n'y a pas de... La férocité, hein, la férocitude, elle n'est pas du côté qu'on croit. Hein. Les féroces, ils sont au pouvoir et ils utilisent des moyens de violence sans limite pour contraindre et imposer leur contre-réforme antisociale. Il faut en être conscient quand même. Alors, où est-ce qu'on en est? Manuel Valls. Manuel Valls. Moi, je m'appelle Manuel Valls. Je creuse encore un peu plus loin. Eh oui, ah oui, à Barcelone, Manuel Valls a été condamné. Ah, il lui manquait plus que ça. Alors le mec a tout perdu, hein. Y compris sa dignité, mais ça faisait longtemps. Une déroute coûte cher. Il est condamné à 277 000 € pour financement irrégulier de sa campagne aux élections municipales. Bon, lui, il est condamné. Hein. Ça va beaucoup plus vite en Espagne, visiblement. Je sais pas, on pourrait peut-être appeler des mecs en Espagne. Hein. Allô? Comment vous faites pour aller aussi vite, les gars? Je ne sais pas.
Campagne qui s'est soldée par un échec retentissant pour l'ancien Premier ministre français avec une 4e place et seulement 13,20% des voix. Les deux irrégularités sont un dépassement du plafond autorisé pour cette élection de l'ordre de 126 819 €. Voilà, c'est juste un dépassement de 71%, hein, c'est rien, c'est une petite rien du tout. Et une dépense de 189 500 € non déclarés. Bon, pareil, hein, ça c'est une broutille quand tu fais des campagnes, hein, c'est voilà. Mais visiblement en Espagne, ça va plus vite, hein. Et puis les mecs, ils remboursent, ils ont des amendes, ils ont des trucs. Bon. Alors, la quasi-totalité de cette somme provient de l'association Barcelona Capital Europea, avec laquelle Manuel Valls s'est présenté à la mairie de Barcelone. Or, la loi espagnole prévoit qu'il est interdit pour un tiers d'être à la tête d'un truc qui récupère un peu de la thune. Voilà. Donc voilà, l'infraction est jugée très grave par la Cour des comptes et c'est une amende assez forte, en tout cas, pour l'ancien condottiere, toreador, torero, ce que vous voulez. Enfin voilà, Manuel Valls, je pense qu'il est cancel pour le restant de ses jours en politique. Hein. Il a bien essayé de revenir. Hein. Moi, la France m'a tout donné. Moi, l'Espagne m'a tout donné. Moi, la France m'a tout donné, mais l'Espagne aussi. Oui. Mais si tu peux partir maintenant, voilà, tu laisses tes petites affaires que tu as volées. Merci. Au revoir. On verra ce qu'on fait. Ouais, j'ai pas prévu encore non, pour le jour de l'an, mais... Salut Manuel. Salut. Ah, il est sympa. Bon, c'est bien. Allez, un de moins. Sinon, je vous parlais du cabinet d'Elisabeth Borne. L'embarrassante reconversion d'ex-conseiller de Muriel Pénicaud. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Me dites pas que les mecs ont monté des boîtes pour récupérer de l'argent public alors qu'ils ont fait les lois qui permettaient de monter les boîtes pour récupérer l'argent public. Me dites pas que c'est pas vrai. Si. J'en étais sûr. Ah, ils sont forts, putain, ils sont forts. Comment on les arrête? On peut pas. Qu'est-ce qu'ils sont forts, putain. Ces mecs sont dingues. Ah, c'est des génies, c'est des génies. Oui. En poste au ministère du Travail au moment de la réforme sur la formation professionnelle, les fondateurs du cabinet de conseil Quintet vendent maintenant leur expertise sur le sujet. Un drôle de mélange des genres, validé par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. C'est pas Bayrou qui est des fois à la tête de la Haute Autorité de la Transparence pour la Vie Publique? Non, parce que ce truc sert tellement à rien que des fois je me dis c'est François Bayrou qui gère. Non, c'est d'autres qui servent à rien. D'accord. Bon, en même temps, ils sont nombreux à servir à rien dans ce pays. Mais c'est bien, c'est ça la qualité de vie à la française. C'est on paye des gens parce qu'on est encore capable de payer des gens à rien foutre. Et je trouve ça chouette. Moi, je trouve ça chouette. Après, il y a des mecs qui eux, par contre, ont des coups d'avance. Hein. Le pognon, le pognon, le pognon. Et là, ils nous ont prévu un truc. Mais c'est magnifique. Voilà. Alors, l'idée, c'est de vendre de la formation. Hein. C'est des marchés à plusieurs milliards. Les mecs ont fait la loi sur la formation. Le mec qui a fait la loi sur la formation venait du MEDEF. Hein, ça faisait longtemps qu'il avait envie de faire ça. Bon, il se retrouve chez Pénicaud. Et après, il fait son petit truc qui s'appelle Quintet et il vend ses petits conseils à la formation. Hein, comment monter des Legos pour voir si tu es un manager en temps de crise, comment parler le franglais pour être sûr si tu es bien un manager en temps de crise, comment être un manager en temps de crise si des fois tu as fait les formations d'avant mais que tu as besoin de te mettre à jour, comment utiliser l'outil informatique quand on est un manager en temps de crise, comment être un impact chief officer quand on est en temps de crise, comment en temps de crise se faire des brousoufs quand on est en temps de crise, comment éviter de manger du carton quand on est un manager qui fait du carton, par exemple. Par exemple, ça c'est quelques-unes des formations. Bon. Une piste, l'association Walt, comme Walt Disney, hein, qui gravite autour du cabinet Quintet. Ah oui, et de la ministre. Eh oui, Walt, c'est pour We Are Alternant. Eh oui, et qui se dit la voie de l'alternance. Hein, les mecs, déjà, tu vois, ils font leur truc en anglais parce que ça fait riche. Hein. Ça, c'est un cabinet américain. C'est comme McKinsey. C'est bien, ils vendent des conseils. Tu comprends pas un mot. Tu payes ça 500 000 €, tu lis, tu fais hey, ça a l'air intelligent leur truc. Ah, c'est bien foutu, putain. Eh, c'est pas nous qui payons. Hein. Ah, quand même, c'est bien foutu. Walt, we are alternant. Ouais. Mais, alors, qu'est-ce qui se passe avec Walt? Vous allez voir. C'est proprement scandaleux, évidemment. Alors, c'est créé en 2018. Une association qui représente 6 réseaux, donc c'est des gros groupes de formation, accueillant 20% des jeunes en contrat d'apprentissage. À la tête de Walt, qui est-ce qu'on retrouve? Alors, Yves Innequin, qui dirige le groupe Thalys Education Group, détenu par des fonds d'investissement et affichant de bons résultats hein, depuis l'essor de l'apprentissage. Oui, c'est vrai qu'on fait pas mal de formations pour être un bon manager en temps de crise. Ça t'intéresse? Oui? Tu aimes la pâtisserie aussi? Ben écoute, on a toutes sortes de formations.
Walt est en lien étroit avec Quintet, donc la boîte qui a été fondée par les anciens du cabinet de Pénicaud, qui ont été à l'origine de la réforme sur l'apprentissage. Ensemble, ils ont monté un observatoire de l'alternance. Ah ouais? C'est bien foutu. Hein. Ça aurait pu être un think tank. Non, c'est un observatoire. Oh, en même temps, ça aurait pu être un site de fact-checking aussi. Ouais, oui, mais c'est moins payant sur l'alternance. Là, on a fait un observatoire parce qu'on se dit qu'un think tank, il y en avait plein. Hein, donc on s'est dit, on va observer ce qui se passe. D'accord. Alors, comment ça se passe? Alors, cet observatoire finance des enquêtes de satisfaction et des études pour maximiser son impact. Et la nouvelle ministre, Carole Grandjean, connaît très bien Walt et son équipe. Et oui, ses collaborateurs indiquent que la ministre et son cabinet assurent des rendez-vous avec l'association dans le cadre des travaux que le ministère mène dans l'amélioration de la mise en œuvre de la politique publique de l'apprentissage, de la même manière que le ministère entretient des liens avec l'ensemble des représentants des réseaux de CFA. Ouais, donc il t'explique que les mecs, oui, bien sûr, on travaille avec nos amis et on leur file plein de patates. Vos patates, pour que vous vous formiez à être des bons managers en temps de crise. Vous, les modernos, qui êtes que des branleurs, à regarder la revue de presse du Monde moderne au lieu d'aller travailler pour sauver ce pays, qui est au bord de la faillite, à cause de mecs comme vous, justement. Un bordel de merde, qu'est-ce qui m'énerve, celle-là. Alors oui, ils oublient de préciser, et là, merci Libération quand même, que Carole Grandjean est la marraine du monocoque de Walt. Et oui, lancé sur la route du Rhum, Walt a un petit bateau qui a pour slogan « Mettre les voiles sur l'apprentissage ». Et le 28 octobre à Saint-Malo, elles sabраient le champagne sur la coque de leur navire, le Captain. Hein, pas le capitaine, hein, le Captain. Captain Walt. C'est beau. C'est beau comme de la corruption, comme du conflit d'intérêts. C'est génial. Alors nous, on est presque 2000. On est presque 2000 ce matin. N'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse, de ce stream, sur vos réseaux, un peu partout. N'hésitez pas à faire le bouche à oreille aussi pour que les gens viennent, parce qu'on va passer les fêtes ensemble. Hein. Il y aura que ça à regarder et puis à manger un peu de carton et du pneu. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à faire aussi abonner, offrir des abonnements, des t-shirts, des cadeaux. Maintenant, on a une boutique du monde moderne et ça, c'est dingue. C'est dingue parce que je suis un peu un captain aussi. Je suis un peu aussi un chief happiness officer. Hein. Je suis un peu un chief happiness mangeur de carton. L'idée, quand même, c'est de vous informer dans la joie et la bonne humeur, même si on a quand même un peu envie de mordre quand on apprend tout ça. Voilà. Walt. We are alternate. Avec leur navire, mettons les voiles sur la formation, le Captain. J'ai tellement envie de... j'ai envie de me réincarner en Jean-Pierre Mariel, en fait. Vivre ailleurs, tu vois, dans le pays avant. Mais c'est dingue. Quel bordel. Hop, bah non, bah c'est fini. C'est déjà fini. Alors, je vous évite l'interview d'Éric Ciotti dans Les Échos. Il explique qu'il veut baisser les taxes. Bon, de toute façon, il n'y a plus de thunes, donc autant pas payer d'impôts vu qu'il n'y a plus de services publics. En un sens, pourquoi pas. Hein. Mais bon, c'est Éric Ciotti. Après, il explique qu'il doit y avoir un seul candidat pour la droite, c'est Laurent Wauquiez. Hein. C'est le seul qui doit gagner. Et à droite, tous disent, attention, hein, le baiser d'Éric Ciotti, c'est le baiser de la mort. Dès qu'il soutient quelqu'un, le mec se plante. Donc attention Laurent, attention Lolo. Hein. Déconne pas, sors pas trop vite du bois parce que tu sens le truc. Et c'est cette semaine hein, que la droite va décider qui sera son grand champion. Le Figaro avait fait sa une ce week-end. Qui pour sauver la droite? Alors ils savent pas, ils sont complètement paumés. Et donc voilà, on se retrouve là. Allez, je vous mets le générique qui aurait dû être au début, je vous le mets à la fin parce que je suis un dingue, je suis un dingo. Voilà, parce que je vous aime. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à passer le bonjour à tout le monde, le bajnet comme on dit ici. Et je vous dis à demain pour la revue de presse du monde moderne. Et gardez la pêche. Hein. Prenez pas tout ça trop au sérieux, même s'il nous énerve. C'est très énervant. Et sinon, monter un cabinet de conseil ou un observatoire. On pourrait monter un observatoire du réveillon. Un observatoire du carton. Est-ce qu'on pourrait pas monter un observatoire du changement climatique? Ça existe déjà? Bon, on va trouver un observatoire à la con, vous inquiétez pas. Allez, je serai là demain, peut-être pas à 9 h. Donc soyez attentifs. Et passez une bonne journée et à demain. Ciao, ciao. Est-ce que là il y a le son?
Normalement, il y a le son là. C'est bon?